L'honorable député de Carleton. Thank you very much. Merci, Madame la Présidente. Ce que nous avons vu aujourd'hui, c'est une première historique. Ce qu'un gouvernement appelle normalement, ou ce que ce gouvernement appelle un portrait économique. Normalement, un portrait, c'est une photo ou un égo-portrait, un moment figé dans le temps. Or, ce ministre des Finances a parlé pendant 15 minutes, mais n'a pas réussi à parler de la taille du déficit ou de la dette. Je pense que je serai le premier aujourd'hui à en parler. Donc, je vais demander à tous les députés d'être bien assis. Et si d'autres sont en train d'écouter mon discours au volant d'un véhicule, mieux vaut se stationner. Le gouvernement vient d'atteindre la marque de 1 000 milliards de dollars de dette nette. 6 000 milliards de dollars, c'est la taille de la dette du Canada. 343 milliards de dollars de déficit cette année. Lorsque ce gouvernement est arrivé au pouvoir, le budget du gouvernement du Canada était d'environ 260 milliards de dollars. Donc, le gouvernement emprunte davantage cette année que ce que le gouvernement dépensait en une année il n'y a pas si longtemps. Le ministre des Finances s'est targué des faibles taux d'intérêt sur le remboursement de la dette, comme si c'était le résultat de ses actions. Et cela met en doute l'indépendance de la Banque du Canada. Mais ce que le ministre oublie, c'est que les taux d'intérêt sont temporaires et ne sont possibles qu'en raison de l'argent produit par la Banque du Canada. La Banque du Canada, en appuyant sur une touche de son clavier, a créé près de 400 milliards de dollars de nouvel argent pour permettre au gouvernement d'emprunter en moins de 100 jours. C'est donc près de l'ensemble d'un trimestre créé à partir de rien par la Banque du Canada. Bon, le ministre croit avoir trouvé une nouvelle idée en créant davantage d'argent pour pouvoir la dépenser. Mais le ministre n'a qu'à regarder l'histoire récente pour voir que ce genre d'activité ne peut se produire que pendant une période limitée de temps. J'en parle aujourd'hui non pas parce que les programmes visant à aider les Canadiens et à remplacer les salaires que le gouvernement leur a enlevés n'étaient pas nécessaires. Bien sûr qu'ils étaient nécessaires. Lorsque le gouvernement a imposé des restrictions et a forcé les Canadiens à rester à la maison, c'est au gouvernement de les compenser. Et les mesures annoncées par le gouvernement ont généralement été appuyées par l'opposition. Cela étant dit, nous savons qu'aucun pays ne peut continuer à consommer sans produire. La seule façon pour un pays de continuer à exister du point de vue économique, c'est de finalement laisser libre cours à la main-d'œuvre canadienne, de libérer le potentiel des millions d'entrepreneurs et d'entreprises qui emploient les Canadiens. Et cela aurait dû être l'objectif de l'annonce d'aujourd'hui, plutôt que de permettre au ministre de s'autocongratuler et de parler des mots vides qui visent simplement à nous rassurer avec les 1 000 milliards de dollars de dette. On se sera attendu aujourd'hui à ce que le ministre nous présente un plan pour la relance économique. Mais au lieu d'un plan, le ministre s'est targué d'avoir le plan le plus cher parmi les pays du G7. Et le ministre a dit, puisque cela accapare plus de 10 % du PIB, plus que le ratio de tous les autres pays du G7 et même la moyenne du G20, comme ce ministre est celui qui dépense le plus, qui a le plan le plus coûteux, ça doit être le meilleur plan. Mais bien sûr, le ministre a mené au pire résultat. Le Canada a maintenant le plus fort taux de chômage parmi les pays du G7. Au début de la pandémie, nous étions devant la France et l'Italie, qui avaient des politiques socialistes qui ont inspiré ce gouvernement. Mais maintenant,
Une centaine de jours plus tard, notre position économique est même pire que celle de la France et de l'Italie. Pire que l'Italie, qui a été l'un des pays les plus touchés par la crise de la COVID-19. Aujourd'hui, le Canada a le pire bilan en matière d'emploi parmi tous les pays du G7. C'est donc le gouvernement canadien qui a dépensé le plus pour obtenir les pires résultats. La seule création d'emplois, en fait, la seule nouvelle annonce pour la création d'emplois, c'est un fonds de 15 millions de dollars pour le bureau de la vice-première ministre. Je pense que ça doit être environ 156 emplois d'une centaine de milliers de dollars par année pour travailler pour la vice-première ministre. Et pendant ce temps, la vérificatrice générale a demandé 10 millions de dollars pour pouvoir faire son travail, pour pouvoir examiner les dépenses gouvernementales. Aujourd'hui, la vérificatrice générale fait 4 études par année. Et il y a une dizaine d'années, on en faisait 2 fois plus. Les dépenses gouvernementales aujourd'hui dépassent 600 milliards de dollars. À l'époque, c'était 250 milliards de dollars. Donc, les dépenses ont plus que doublé et le nombre de vérifications ont diminué de moitié. Ce qui veut dire que nous avons maintenant le quart de la reddition de comptes. Donc, tenons compte qu'aujourd'hui, dans ces dépenses monumentales, le gouvernement aurait pu trouver 10 ou 11 millions de dollars pour la vérificatrice générale. Si on compare cela aux autres programmes de dépenses, c'est très peu, 10 ou 11 millions. Le gouvernement dépense 1 million de dollars par minute aujourd'hui. Donc, au moment où j'aurais terminé mon discours, le gouvernement aurait pu pleinement financer le bureau de la vérificatrice générale. Mais au lieu de cela, le gouvernement a annoncé 15 millions de dollars pour le bureau de la vice-première ministre. Plus tard aujourd'hui, lorsque je présenterai une motion à la Chambre des communes pour détourner ces fonds du bureau de la vice-première ministre au bureau de la vérificatrice générale, je m'attends à ce qu'il y ait consentement unanime en cette Chambre. Je regarde autour de moi et je semble voir un consentement unanime. Et je pense donc qu'il n'y aura aucun obstacle procédural au dépôt de ma motion un peu plus tard. Mais il est intéressant que la seule mesure visant à créer de l'emploi au Canada mise de l'avant par ce gouvernement a été de financer le bureau de la vice-première ministre. Qu'est-ce qu'on peut faire? Les conservateurs proposent de transférer les programmes pour la COVID en des initiatives qui favorisent les emplois et la croissance. Nous sommes favorables à une subvention pour garder les travailleurs actifs pour qu'ils contribuent autant que possible pendant les fermetures et les rouvertures. Malheureusement, toutefois, il faut avoir perdu 30 % pour être admissible à cette subvention salariale. Cela force beaucoup d'entreprises à supprimer leurs revenus de façon artificielle pour continuer à être admissibles à la subvention. Pourquoi? Parce que le revenu supplémentaire n'est pas aussi important que la subvention salariale. Le gouvernement force donc arbitrairement les entreprises à réduire leurs propres revenus simplement pour rester en vie. Si c'est un incitatif, ce serait la subvention au loyer, mais le seuil est de 60 % et Samson perd cette capacité. Nous avons un porte-parole pour les petites entreprises qui a proposé que les entreprises puissent réduire progressivement leurs besoins d'aide en augmentant leurs revenus et en baissant la subvention salariale en même temps. Ensuite, nous avons une mesure, soit la PCU, qui pénalise les gens s'ils gagnent plus de 1 000 $. Au Parti conservateur, nous croyons qu'il faudrait plutôt récompenser le travail pour remettre aux gens une prime aux gens quand ils retournent au travail. Tout dollar gagné, tout quart de travail travaillé les mettrait dans une meilleure situation. Les Canadiens chercheraient à travailler et le gouvernement devrait toujours récompenser le travail. C'est pourquoi les conservateurs ont une approche qui favorise le travail et la croissance. Nous demandons au gouvernement de favoriser la croissance et les emplois. Il faut aider les employeurs et les
entreprises à s'épanouir. Merci, Monsieur le Président. Question et commentaire.